suis vraiment ravi de succéder à Xavier Comtesse parce que moi j'ai travaillé pendant de longues années dans le groupe Richemont que je connais extrêmement bien. J'étais patron du retail. J'ai ensuite dirigé le développement de Boucheron puis de Harry Winston, donc il y a quelques têtes familières ici. Et maintenant je suis passé du côté obscur ou de l'autre côté, je ne sais pas, du côté de la data. Et c'est vrai que mon but aujourd'hui, c'est d'essayer de vous expliquer que toutes ces intuitions que vous pouvez avoir, certaines vont vous heurter. Je pense que Xavier volontairement a été un peu un poil à gratter. D'abord, moi, je les partage pour l'essentiel. Mais après, l'idée, c'est d'essayer de trouver de la data qui va soutenir ce raisonnement-là. Et nous, on est là-dedans, on est dans le big data. Et je vais essayer de vous parler de quelques tendances qui, selon nous, peuvent disrupter le marché, dont certaines qu'a évoquées. Et le but, évidemment, c'est que vous maîtrisiez ces tendances, que vous en saisissiez les opportunités et non pas uniquement vous en subissiez les risques. Alors, on parle de tendances. Nous, on fait beaucoup d'autres choses que des tendances avec notre outil que je vais vous présenter, mais les tendances, c'est comme nous tous. Ça naît un jour, et ça naît comme un signal faible. C'est un petit truc en bas. Pas grand monde recherche Nous, on regarde sur Internet, évidemment, donc on regarde tout le search de 100 millions de personnes, je vais y revenir. Et puis au début, ça commence comme quelque chose qui croît doucement et qui est petit. Et puis ensuite, ça commence à grandir. Pour certains d'entre eux, pas tous, certains d'entre eux vont commencer à croître et vont devenir ce que nous, on appelle des emerging trends. C'est-à-dire que ça va commencer, je suis un peu devant le tableau, pardon, j'ai bien bougé quand je parle, ça va devenir quelque chose qui commence à pousser un peu. Et puis ensuite, et là, toutes les tendances ne font pas ça, mais certaines le font, et nous, on a des moyens de le détecter. Certaines vont devenir des major trends. On parle de smartwatch, c'est vraiment là, on est en plein dedans, c'est très fort, et ça continue à croître très fort. Et puis certains d'entre eux vont continuer très longtemps à être dans cette partie droite du tableau et devenir des major trends qui continuent à animer le marché. Donc, on a parlé de 5 tendances, les voilà, on les avait choisies avec Alexandre. Diamant de synthèse. Xavier en a parlé un tout petit peu ce matin. Pour l'instant, tout petit signal. Presque personne n'en parle, ce n'est pas notre business, ça ne nous regarde pas, ça n'a rien à voir. OK. Deuxième tendance qu'on trouve intéressante, ce qu'on appelle experiential luxury. Effectivement, le luxe, avant, c'était posséder quelque chose. Aujourd'hui, pour beaucoup de gens, parfois souvent plus jeunes, c'est avoir une expérience. Et posséder, bon, ça peut faire partie de l'expérience, mais pas forcément. Donc, qu'est-ce qu'on a mis là-dedans pour faire nos calculs? On a mis tout ce qui est luxe d'occasion. En fait, c'est très bien d'acheter une montre qui a déjà été portée, finalement. C'est super. Ou alors, c'est très bien de porter une robe de soirée juste pour un soir. Une robe de haute couture. Pourquoi l'acheter, finalement? Donc, tout ça, on a mis dans la tendance Experiential Luxury. Après, j'ai mis le Trend X. On va y revenir après. Et puis après, vous arrivez sur Vegan, qui est un trend qui, encore il y a quelques années, était très, très peu important, qui est maintenant vraiment majeur et s'est diffusé de manière incroyable. Et puis, les fameuses smartwatches, qui, encore quelques années, étaient ici. Alors, moi, je viens de votre monde, comme je vous l'ai expliqué. Et puis, bon, les Consumer Insights, pour le luxe, pour moi, ça n'existait pas. C'est quelque part un oxymore. Pourquoi? D'abord, pour des raisons philosophiques. Parce que quand on est leader dans le luxe, on n'a pas envie de suivre la tendance. On a envie de la créer. On a envie de créer le besoin. Donc, on n'est pas concerné par ce que pensent finalement les gens. Les tendances, ce n'est pas pour nous. Deuxièmement, on n'a pas vraiment besoin d'analyser les tendances, toutes ces histoires de big data, de insights. Pourquoi faire? On rencontre nos clients tous les jours dans les magasins, on les connaît très bien finalement. Pourquoi avoir autre chose? Et puis bon, il ne faut pas caricaturer non plus. Beaucoup de marques ont effectivement embrassé ce changement du digital et sont très actives. On parlait de Richemont que je connais bien. Net-à-Porter, c'est quand même vraiment à la frontière de ce luxe digital. Et donc, ils ont plein de first-party data. Le problème, c'est qu'ils ont plein de first-party data, donc leur data à eux, mais ils n'ont rien sur les concurrents. Ils n'ont rien sur les gens qui ne sont pas leurs clients. Et puis, le luxe, c'est aussi le luxe et les insights, c'est pas une histoire d'amour. Pourquoi aussi? Parce que pour des raisons techniques. Et chercher à faire une vraie étude quantitative sur une montre ultra luxe, au-delà de 10 000 euros, vous devez assembler une cohorte de 100 000 personnes, puisque c'est quelque chose qui concerne 0,1% du marché, c'est impossible, ça ne marche pas. Ah, ben depuis, il y a le social listening. Ah, ben c'est formidable. On va enfin pouvoir savoir ce que plein de gens pensent de manière quantitative, etc. Je vais y revenir. Pour nous, il y a des biais extrêmement forts sur la catégorie luxe en particulier dans le social listening. De notre point de vue chez T-Squared, tout ce qui est déclaratif, tout ce que les gens vous disent qu'ils pensent, n'est pas une bonne source d'information pour savoir ce qu'ils pensent. Il vaut mieux regarder ce qu'ils font. C'est ce qu'on appelle le behavioral insights.
Et c'est ça dont je voudrais vous parler. Je vais revenir un peu sur le point que j'ai fait avant sur social listening, c'est biaisé. Bon, bah, prouvons-le avec la data. Là, c'est un graphique qu'on a fait avec le professeur David Dubois, avec lequel on travaille souvent sur le plan académique, qui est prof à l'INSEAD, qui est une autre école. En fait, qu'est-ce que vous voyez ici? On a cherché à se dire, mais c'est quoi le ratio entre les mentions en social media et puis le search? Partant de l'hypothèse que le search reflète votre vrai intérêt. Généralement, le search est beaucoup plus gros. Il y a à peu près 50 search pour une mention sur un post de social media. Et on s'est dit, mais mettons ça en relation avec le prix des montres qui sont observées. Qu'est-ce qu'on constate? Ben là, on reste, et puis là, poum, plus la montre est chère, plus les gens en parlent, beaucoup plus sur les réseaux sociaux que ce qui s'y intéresse sur le search. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, en termes techniques, il y a un R2 de 0,85, c'est vraiment très fort. Ça veut dire qu'il y a une corrélation directe entre à quel point c'est un produit de luxe et à quel point j'ai envie d'en parler sur les réseaux sociaux. Pourquoi? Parce que ça crée ma marque personnelle, parce que moi j'ai envie de m'associer à ce monde du luxe. Ce n'est pas du tout parce que je m'y intéresse vraiment, c'est parce que c'est une stratégie de communication personnelle. Un autre exemple, ça s'est tiré d'une étude qu'on a anonymisée, qu'on a faite pour un des clients. J'en profite pour dire qu'on travaille avec vraiment des gens très différents. On travaille avec Nestlé, on travaille avec Colgate, Procter, mais on travaille aussi avec la beauté, avec L'Oréal, avec Coty. On a travaillé avec un grand groupe de luxe aussi. Et puis, on travaille sur les télécoms, on travaille beaucoup en pharma. Enfin voilà, donc on travaille surtout avec des très grosses entreprises qui effectivement peuvent sont très intéressées par ces nouveaux moyens d'obtenir des insights. Et là, on s'est dit, bon, ben, faisons le même travail. Qu'est-ce que les gens recherchent? Il y a 3 collections chez ce joaillier. Il y a une collection qui est vraiment la collection entrée de gamme. Il y a la collection prestige, qui est la collection historique. Et puis, il y a une collection entre les deux. Bon, bah, assez naturellement, les gens s'intéressent à ce qu'ils peuvent acheter. C'est-à-dire que la grande majorité des recherches se font sur l'entrée de gamme. Qu'est-ce que les gens postent? Exactement l'inverse. Ce qui est iconique, ce qui est beau, ce à quoi j'ai envie de m'associer. Donc, OK, alors si le social listening, c'est pas ça une bonne source d'information, c'est quoi? Selon nous, c'est le search. C'est-à-dire ce que les gens recherchent dans l'intimité de leur computer, ça, c'est quelque chose qui n'est pas biaisé. Ça les intéresse vraiment. Il n'y a personne autour, personne ne regarde. Enfin, on peut observer ce qu'ils font, mais ils ne font pas ça pour des raisons de posture. Et là, on s'est amusé à faire quelque chose pour prouver que le search peut refléter la préférence consommateur. On s'est dit, mais quand les gens recherchent par exemple une nouvelle voiture, eh bien, ils vont chercher une voiture, ils vont chercher Toyota peut-être, ils vont chercher, je ne sais pas si j'ai un petit pointeur là-dessus, ils cherchent Toyota, ils cherchent Mazda, etc. Donc ils cherchent plusieurs marques. Et on s'est dit, mais cherchons dans notre base de données, puisqu'on a 100 millions de personnes, cherchons ce que vont faire les gens, 10 000, 100 000 personnes quand ils cherchent une voiture. Et ils cherchent plusieurs voitures. On met tout ça dans une énorme analyse factorielle et on va regarder les distances entre marques qui en ressortent. Qu'est-ce qui ressort? On aurait pu faire je pense que n'importe quel marketeur d'automobile se retrouvera parfaitement dans ce graphique qui est pourtant totalement mécanique, issu de la data et de rien d'autre. Il n'y a aucune opinion là-dedans. Donc ça, c'est très naturellement, vous retrouvez les voitures de base, les voitures milieu de gamme pratiques, les 4x4 qui sont là, les voitures de prestige, les voitures de course, entre guillemets, etc. Donc la data reflète parfaitement le sentiment et la perception des consommateurs. C'est quelque chose qui est essentiel pour comprendre le consommateur aujourd'hui, surtout pour le luxe. Donc comment nous on fait tout ça? Donc on travaille avec ce panel de 100 millions de personnes, je vais aller vite sur ce qu'on fait, mais dont on traque absolument 100 millions de devices, donc c'est des smartphones, c'est des computers, et on traque tout ce que ces gens font. C'est ce qu'on appelle ça les 3 S. Je vais prendre un petit verre d'eau. Si j'ai. Non, je n'ai pas. Bon, si quelqu'un a un petit verre d'eau. Et donc, d'abord, on regarde les données de search, c'est-à-dire, ça c'est énorme, c'est plus d'1 milliard de lignes par jour qu'on reçoit. C'est qu'est-ce que les gens recherchent, qu'est-ce qu'ils tapent sur Google, est-ce que c'est sur quelle page ils vont atterrir, est-ce que c'est du organique, est-ce que c'est du paid. Ensuite, on va regarder, ça c'est très important, qu'est-ce qu'ils achètent. Et ils vont de plus en plus, vous le savez, sur les sites d'achat, non pas seulement pour acheter, mais aussi pour comprendre, pour chercher de l'information, pour trouver, comme vous avez dit tout à l'heure, des raisons de croire, des raisons d'acheter. Ils ont besoin de raisons. Et donc, ils vont regarder les reviews, etc. Ils vont faire plein de choses, et puis ils vont finir par acheter. Et on regarde aussi tout ce qui vient des sites, c'est-à-dire les gens vont aussi aller sur des sites de blogs, des blogs sur les montres, des blogs sur la joaillerie. Merci beaucoup, Alexandre. Super, merci. Et
Et ça, c'est essentiel parce qu'en fait, effectivement, c'est grâce à ça. Alors, certains de vos sites, en plus, vendent des montres, sont des sites marchands, donc c'est extrêmement important de tracer leur site, de savoir ce que les gens font chez vous, vous le savez à peu près, parce que vous regardez sur Google Analytics. Par contre, vous n'avez pas la moindre idée de ce qu'ils font chez les autres. Alors, grâce à ça, on peut suivre le parcours de quelqu'un, ce qu'on appelle le consumer journey, c'est-à-dire qu'on va tracer, si on regarde par exemple pour une grande marque de cosmétiques, on va regarder, je m'intéresse au skincare et plus particulièrement au fond de teint. Voilà une personne qui a cherché à 2h50 du fond de teint sur Google. Ok, qu'est-ce qu'elle a fait derrière? Elle est partie sur Amazon, elle a regardé plein de marques, elle a regardé les reviews, elle s'est fait son opinion. Elle est dans sa phase d'évaluation. Et ensuite, elle a peut-être acheté sur Sephora. Donc tout ça, c'est ce qu'on appelle le consumer journey. C'est extrêmement important parce que maintenant, tout le consumer journey de vos clients, même en horlogerie de luxe, même si vous ne vendez pas en digital, 12% des ventes en digital, d'accord, mais 80% des gens vont regarder dans Internet avant d'acheter et ils vont chercher des reasons to believe, des raisons de croire qu'ils ont besoin de dépenser cet argent pour cet objet de luxe que vous leur vendez. Et en faisant tout ça, évidemment, on va profiler ces gens. On va dire, c'est des gens qui sont passionnés, qui ont des animaux, qui sont passionnés par la mode, qui ont tel âge, qui regardent telle télé, etc. Alors, les trends, puisqu'aujourd'hui on parle de trends, nous on fait beaucoup d'autres choses, mais on aime bien les tendances. Premier élément sur les tendances, elles vont très vite. C'est-à-dire qu'à l'âge du digital, il y a eu une accélération phénoménale des tendances. C'est-à-dire que là, je vous montre juste une carte en exemple rapidement. On a regardé par exemple, on travaille beaucoup dans le food, comme je vous ai dit. On travaille dans le... Regardez la carte États-Unis à gauche, à droite. Il n'y a que quelques mois qui les séparent. Il y a 10 mois qui les séparent, 11 mois, sur Keto Diet, pas manger de sucre. Le Wyoming ici, était absolument pas au courant qu'il y avait un truc qui s'appelait Keto Diet encore début 2017. Fin 2017, ils sont à fond. Quelques mois, tout a changé, le paysage a radicalement changé. Deuxièmement, les tendances, c'est important. Pourquoi? C'est important parce que ça change les comportements. Ça a un impact sur votre business, un impact direct. Alors là aussi, je voulais partager un exemple. On a été sollicité par un client qui est un très très gros acteur sur le marché des produits céréaliers et qui s'est dit, mais attendez, T-Squared, nous, on entend parler de tous ces régimes, les régimes keto, les véganes, les régimes paléo, sans gluten, tout ça, c'est peut-être embêtant pour nous finalement. Pour l'instant, on ne voit pas grand-chose, mais enfin, peut-être qu'il faut... Est-ce qu'il faut qu'on s'inquiète? Alors nous, on a regardé. D'abord, on a fait un heat map, comme je vous ai montré au début, mais un peu plus compliqué. On s'est dit, qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui croît, qu'est-ce qui est emerging, qu'est-ce qui est major, qu'est-ce qui est fading. Et on a sélectionné des tendances qui nous paraissaient vraiment importantes à creuser. Là, vous regardez l'explosion du vegan, par exemple, l'explosion du keto, qui est vraiment en train de dominer maintenant ces tendances alimentaires. Et surtout, on s'est dit, qui s'intéresse à ça? Qui s'intéresse au régime vegan? Ils sont comment ces gens? Qu'est-ce qu'ils regardent à la télé? Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils achètent? Très intéressant. Mais encore plus intéressant pour notre client, est-ce que cet intérêt pour les régimes, est-ce que ça a impacté leur consommation vraiment? Ou est-ce que c'est un truc qu'ils regardent pour s'amuser en disant « ce serait sympa, c'est intéressant ». La réponse, elle est très claire. J'ai masqué un peu les chiffres, mais tous ces régimes, vegan, gluten-free, etc., non pas par rapport à la moyenne de la population mondiale, mais par rapport à des gens qui sont proches. On a mis yoga practitioners, des gens passionnés par le yoga. On s'est dit, c'est pas très loin. Mais c'est radicalement différent. Là, on a des différences qui atteignent 30%. Imaginez une population qui consomme 30% de moins de votre produit. Qu'est-ce qui va se passer si cette tendance s'agrandit considérablement? C'est ça qu'on a regardé. Alors, je ne peux pas partager les chiffres, mais on a regardé exactement ça. On s'est dit, c'est quoi la progression de ces tendances en termes d'intérêt dans la population? Quelle est leur pénétration, quelle est leur croissance, les deux chiffres qu'on avait avant? Et puis, quel est l'impact qu'on a mesuré sur un panier de produits qui étaient, vous avez vu, je suis passé vite, les pastas, les crackers, etc. Mais c'est considérable. C'est absolument considérable. Donc les tendances ont un impact très fort sur votre business. Donc il vaut mieux les voir avant qu'elles soient des major trends. Troisièmement, rapidement, les tendances, c'est une affaire d'audience. Toutes les tendances n'intéressent pas tous les mêmes gens. C'est justement en comparant des tendances qui sont encore niches, qui sont encore emerging, qui sont encore weak signals, et en regardant qui les intéresse, qu'on comprendra qu'elles sont en train de dériver vers une tendance qui est une tendance majeure. Là, ici, vous avez une tendance vegan make-up. Pour l'instant, ça n'intéresse personne, vegan make-up. Ça intéresse la côte ouest, un peu la Floride, un tout petit peu New York.
Mais je vous garantis que on se retrouve dans 1 ou 2 ans et on regarde cette tendance-là, elle ressemblera à celle qui est à droite là, Beauty Box. Tout le monde s'intéresse au Beauty Box, sauf le Wyoming qui n'est pas au courant là, mais, mais bon, un jour ils vont se réveiller, eux-mêmes, même le Wyoming s'intéressera au Beauty Box. Alors, ça, c'est une partie qu'on a faite pour vous, pour aujourd'hui, en collaboration notamment avec David Dubois. On a regardé sur cette même méthodologie de cross-brand search. On s'est dit, quand les gens cherchent une montre, ben, ils en cherchent plusieurs. On va refaire notre tableau en disant sur des milliers, des dizaines de milliers de personnes, quand quelqu'un... Est-ce que ça va marcher? Est-ce qu'on va trouver une carte avec laquelle, moi qui connais bien l'horlogerie, est-ce que je vais me reconnaître dans cette carte? Moi, je me reconnais bien. Je ne sais pas si vous partagez cet avis. C'est nous qui avons mis ça. Hein. La data, elle sort comme ça. Après, nous, on se dit, il semble que là, quand même, j'ai les prix plus faibles. Et il me semble que là, j'ai les produits de luxe à droite, assez clairement. Et puis là, je trouve que très naturellement se retrouve un axe qui est très structurant dans l'industrie, plutôt design, plutôt technique, avec des cadrans. Le roi des montres, les rois des montres techniques et chères et luxe, Patek, Audemars, Rolex, Jaeger, on ne va pas être surpris. Les rois des montres, Chopard, je pense, va être très content, parce que depuis très longtemps, Chopard avait une stratégie vraiment de s'approprier le marché, le segment de clientèle de Cartier. Mais ils y sont là. Hein. Chopard et Cartier, c'est vraiment les leaders des montres de luxe design. Et on s'est dit, rajoutons un 3e axe pour faire le lien avec cette étude d'aujourd'hui sur les tendances. Ce 3e axe, bon, c'est pas facile de mettre un 3e axe sur un tableau, donc on l'a mis en couleur. Et on s'est dit, regardons justement les gens qui ont un intérêt fort parmi ces gens sur les smartwatches. Essayons de comprendre comment ce paysage se décline dans cette 3e dimension. Et là, c'est très clair aussi. Les gens qui regardent Cartier, pour l'instant, ça ne les intéresse pas du tout le sujet. Alors, vraiment pas. En revanche, ici, Tag Heuer, là, vous avez vraiment, et c'est le résultat d'une vraie stratégie de Tag Heuer, que vous connaissez tous ici, là, les gens qui s'intéressent à Tag Heuer, ils s'intéressent très fort au monde connecté et réciproquement. Le jour où le trend des montres connectées augmente, devient encore plus massif, continue de grandir, qui va en profiter ? Ça, c'est la même donnée présentée un peu autrement. On a fait la même chose. 2 minutes? 1 minute? Bon, je vais très vite. Même chose sur le make-up, le même sujet avec la correspondance avec le vegan. Qu'est-ce que vous en concluez? Ici, c'est facile aussi. Luxe, masse, tradition plutôt créatif. Mais ces marques-là, qui sont tous dans le même segment créatif, plutôt jeunes, etc., certaines ont un très fort appel aux gens qui sont culture vegan, qui sont intéressés par le vegan. Clairement, Urban Decay, par exemple. Mac, qui est exactement le même segment, pas du tout. Le jour où ce trend devient majeur, qu'est-ce qui va se passer? Alors le trend X, le trend X c'est quoi? Moi je ne sais pas. Et l'important c'est que vous sachiez ce que c'est, parce que le trend X c'est celui qui va vous affecter vous. Encore une fois, on est dans un monde où, par exemple, si le vegan augmente, on travaille pour un grand groupe laitier aujourd'hui, ça les embête, c'est leur métier de vendre des produits animaux. Le jour où plus personne n'achète de produits animaux, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est une réinvention majeure. Donc voilà, je pense qu'effectivement, on en a parlé, je conclue là-dessus. Le luxe est tout autour de la tradition, Xavier en parlait, oui, il y a un ADN, il y a une histoire, c'est très bien. Mais le digital, clairement, apporte une disruption que vous devez préparer. Voilà, merci.